1931 en Floride. Un coup de feu vient de retentir dans une maison et résonne dans la rue en pleine journée. À l'intérieur, sur la terrasse, un enfant appelé Donald et sa sœur Gwa, qui est une chimpanzé, sont en pleurs. Le coup de feu vient juste de frôler leur visage alors qu'ils étaient en train de jouer tranquillement et il a été tiré par leur propre père, Winthrop Kellogg. Sauf que là où on pourrait penser à un accident ou encore à une tentative de meurtre, c'est en fait aucun des deux, mais juste un des multiples tests scientifiques du couple Kellogg. Et des mois plus tard, lorsque Donald commencera à perdre toute forme d'humanité et à lui-même se comporter comme un chimpanzé, seulement à ce moment-là, ils se diront peut-être qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Moi c'est Kumo et laissez-moi vous détailler l'une des expériences les plus sombres du XXe siècle, l'expérience du singe et de l'enfant. Alors pour bien comprendre l'étendue de cette affaire, il faut remonter ne serait-ce qu'un an avant qu'elle commence, en 1930. Il y a quelque chose qui a toujours passionné l'humanité, c'est les histoires d'enfants élevés par des animaux. Allant de Romulus et Rémus jusqu'à Tarzan, on en retrouve énormément de différentes et c'est un sujet qui intriguait particulièrement une personne à l'époque, Winthrop Kellogg, dont une histoire en particulier, celle d'enfants élevés par des loups en Inde dans les années 20. Cette histoire, elle va créer en lui une question qui est très spécifique, qu'est-ce qui fait qu'un humain est un humain? Est-ce que c'est ses gènes ou est-ce que c'est l'environnement dans lequel il grandit? Et à l'époque, la meilleure solution qu'il va trouver pour y répondre, c'est d'utiliser son propre fils qui va bientôt naître, qui n'est même pas encore là, et de faire un aller simple de New York à Sumatra pour le faire élever par des orang-outans sauvages. Ouais, son propre bébé qui n'est pas encore né pour faire des expériences grandeur nature en pleine jungle indonésienne. Il y a des choses qu'on n'invente pas. Mais bon, même en 1930, c'était trop chaud. Sa femme était pas super partante non plus, et surtout, en vrai, ils avaient juste pas assez d'argent. Du coup, après quelques mois de recherche, il va faire la rencontre de Robert Yerkes, qui est un gars qui dirige le centre de recherche sur les primates à Yale. Robert va du coup accepter de lui prêter un bébé chimpanzé, une petite femelle qui s'appelle Gwa, et qui est née le 15 novembre 1930 à Cuba. Petite chose à savoir sur Gwa, c'est que vous l'aurez peut-être compris, elle est pas née dans le centre de recherche, mais elle est en fait née chez un propriétaire qui possédait également les parents biologiques de Gwa, Jacques et Patty. Et à la mort de ce propriétaire, les trois chimpanzés, donc Gwa, Jacques et Patty, vont être transférés dans ce fameux centre de recherche à Yale. Gwa et ses parents vont du coup y vivre pendant quelques temps. Puis, alors qu'elle n'a que 7 mois, Robert décida d'arracher Gwa de ses parents biologiques pour la donner justement à Winthrop le 26 juin 1931. Durant tout ce processus qui est super sympa, vous en conviendrez, pour la petite chimpanzé, les Kellogg, eux, ont eu leur fils, Donald, qui est né le 31 août 1930. Donc à quelques semaines près, Gwa et Donald sont nés en même temps, ce que Winthrop et sa femme voulaient particulièrement pour leur expérience. Et une fois qu'ils ont récupéré Gwa en juin 1931, leurs premiers tests ont enfin pu commencer. Les Kellogg habitaient en Floride, dans une petite maison. Au moment où Gwa est récupérée, elle a 7 mois et demi et Donald en a 10. Et là, dès le début, les règles du jeu sont posées. Exactement le même traitement pour les deux. Et ça passe par les mêmes vêtements, les mêmes couches, les mêmes chaises hautes, le même berceau et le même bisou avant de dormir. Ils sont élevés exactement comme le seraient des frères et sœurs, 12 heures par jour, 7 jours sur 7, avec un seul espoir de la part des Kellogg, que ça dure pourquoi pas jusqu'à ce que les deux soient adultes. Sauf que ça va pas du tout tourner comme il espérait et tout va partir en couille en seulement 9 mois. Avant de vous expliquer comment tout a foiré, il faut qu'on parle de la version de cette histoire que les Kellogg ont tenté de faire croire à tout le monde. C'est la version que vous trouverez dans la quasi-totalité des articles qui parlent de cette expérience aujourd'hui et c'est la version où ils passent presque pour des génies. Et cette version-là, elle commence par une chose en particulier, Gwa, la petite chimpanzé, était incroyable. En fait, dès les premières semaines, le couple se rend compte que cette petite femelle chimpanzé, qui est traitée comme une humaine, elle se comporte comme une humaine, et voire même mieux que ça. Parce que sur quasiment tous les tests qu'ils font, Gwa est en avance sur Donald. Par exemple, elle va marcher debout avant lui, au point que Donald, quand il commence à se déplacer plus tard, il va imiter la démarche de Gwa. Gwa se reconnaît également dans le miroir avant Donald, elle comprend les images dans les livres pour enfants avant Donald, elle commence à manger toute seule à la cuillère à 13 mois, alors que Donald, lui, va y arriver autour de 18 mois, soit 5 mois de retard, et tout ce que je viens de vous dire, c'est impressionnant, mais c'est rien comparé au langage. À la fin des 9 mois d'expérience, Gwa comprend et exécute plus de 20 commandes vocales. Viens, assieds-toi, donne, tape dans les mains, etc. Donald, lui, il en comprend 3.
3 comparé à 20 et quelques pour un humain de presque 2 ans. Gwa sait embrasser quelqu'un, elle sait dire bonjour, elle sait ouvrir une porte avec la poignée, elle se chatouille toute seule pour rigoler, et là où ça commence à devenir plutôt étrange, c'est quand on se rend compte que c'est finalement Gwa qui apprend des trucs à Donald, et pas l'inverse. C'est elle par exemple qui va lui montrer comment mordre les meubles. On n'est pas sur du coup de génie non plus, mais ça reste un apprentissage qu'elle lui transmet. C'est également elle qui va lui montrer comment faire certains gestes. Donald va regarder Gwa faire un truc, et il va la copier. Et bon, à ce moment-là, dans la tête des Kellogg, comme dans la tête de pas mal de gens qui entendent cette histoire pour la première fois, ce qu'on retient c'est « Ah ouais, ok, putain, bah Gwa elle est super maligne, et elle est même plus maligne qu'un bébé humain. » Et ça, bah c'est l'histoire qu'on raconte d'habitude. Gwa elle a impressionné les chercheurs, Gwa n'a jamais réussi à parler, et donc l'expérience est terminée. Voilà. Sauf que cette version-là, elle ne raconte même pas la moitié de ce qui s'est réellement passé dans la maison des Kellogg pendant ces 9 mois. Entre-temps, énormément de documents plus ou moins accessibles sont sortis sur le sujet, et ça a été une vraie galère à trouver de mon côté, notamment parce que les descendants des Kellogg ne voulaient vraiment pas que ça sorte, et vous allez le voir, on peut clairement comprendre pourquoi. Pour faire mes recherches, j'ai dû m'inscrire sur des sites obscurs pour accéder à des pages obscures, contourner des restrictions de pays, et j'ai même mon adresse mail qui, suite à une inscription sur un site d'info, s'est retrouvé sur des sites de piratage, ce qui aurait pu très mal se terminer pour moi si j'avais pas eu NordVPN. Vous les connaissez sûrement, comme leur nom l'indique, NordVPN m'a principalement servi de VPN pour accéder à ces fameux sites qui sont parfois restreints qu'aux États-Unis, et avoir également une vraie vision globale sur mes recherches. Mais NordVPN, c'est bien plus qu'un simple VPN. Vous avez par exemple aussi une fonctionnalité anti-menace intégrée qui filtre votre trafic internet pour bloquer les sites web malveillants comme les fausses boutiques en ligne ou les sites utilisés dans des attaques de phishing. Comme par exemple ce fameux message qui vous dit qu'un colis n'a pas été récupéré, bah ça peut typiquement être une indication que vos informations ont fuité. Et avec NordVPN, il y a également une surveillance du dark web qui vous alerte si vos informations sont exposées ou revendues sur le dark web pour que vous puissiez agir justement avant qu'il soit trop tard. Si vous souhaitez du coup vérifier par vous-même, avec mon lien qui est en description, vous avez 30 jours avec une garantie satisfait ou remboursé, ce qui vous permet d'être sûr de votre choix et de pas vous engager pour rien, mais également 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans, ce qui revient à un abonnement à moins de 3 € par mois. 3 € par mois pour une sécurité intégrale, c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas du coup à utiliser cette offre qui est uniquement dispo avec mon lien qui est en description, et maintenant qu'on a toutes les infos, décryptons tous ces fameux tests qu'ils ont tenté de cacher à tout le monde. Donc Donald et Gwa, je vous le rappelle, sont testés 12 heures par jour, 7 jours sur 7 par leurs propres parents scientifiques. Ils sont testés sur quasiment tout ce qui peut se mesurer chez un être vivant, passant par leur tension artérielle, leurs réflexes, leur mémoire, leur peur, leur dextérité, leur capacité à résoudre des problèmes, leur réaction aux chatouilles, et une vingtaine d'autres trucs. Et tous ces tests, ils sont faits quotidiennement, 20 épreuves minimum par jour sur un bébé humain et un bébé chimpanzé. Et vous vous en doutez à mon ton, certaines de ces épreuves étaient sacrément particulières, vous allez le voir. Mais il faut comprendre un truc avant que je vous détaille tout. Il y a une véritable gradation dans ce que les Kellogg étaient prêts à faire à ces deux gosses. Il y a des trucs qui sont juste limite sur les bords, et il y a des trucs qui posent vraiment question sur l'état mental des parents. Mais bon, en même temps, si vous vous souvenez, le père était quand même prêt à envoyer son fils dans une jungle, ce qui peut nous laisser entrevoir la suite. Du coup, on va y aller dans l'ordre, je vous ai classé ça des expériences les moins pires au pire, et vous allez voir, ça va très loin. On commence du coup par l'expérience des chaises rotatives. Pour mesurer le sens de l'équilibre des deux gosses, l'idée des Kellogg, c'est de les asseoir sur une chaise pivotante et de la faire tourner. Mais pas un tout petit peu, non, ça serait pas drôle. La faire tourner très très vite avec Gwa et Donald dessus à tour de rôle. Et leur seule limite, c'est de les faire tourner jusqu'à ce que les deux éclatent en sanglots, puis ensuite ils les posent au sol et prennent juste des notes. Mais bon, à ce stade, vous vous dites peut-être que c'est limite, mais que, ouais, on est dans les années 30, on faisait des choses comme ça avec les enfants à l'époque, et que après tout, par exemple, les coups de ceinture, c'était une norme. Ok, si vous le dites. Du coup, on va continuer. Le test suivant, ils vont du coup l'appeler tolérance à la frustration. Et selon moi, c'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Le principe, du coup, c'est ça. Luella, la femme de Winthrop ou Winthrop, appelle Donald ou Gwa et leur demande de là ou le rejoindre. Vous savez, comme exactement n'importe quel parent appelle son gosse pour qu'il vienne vers lui. Typiquement, par exemple, pour leur faire un câlin, quoi. Les deux bébés qui n'ont pas encore 2 ans, qui adorent leurs parents, évidemment, ils se précipitent, ils marchent, ils trottinent, tendent les bras vers eux, et au moment exact où ils arrivent devant eux, où ils s'attendent du coup à se faire prendre dans les bras, et leurs parents leur bloquent le chemin dans le seul but d'observer leur détresse. Pour
mesurer la réaction émotionnelle. Et ça, du coup, c'est noté dans le bouquin qu'ils publient un an plus tard comme un simple test scientifique. Tout ce qu'il y a de plus normal. Leurs propres parents qui transforment quelque chose d'aussi innocent qu'un câlin en piège. Et ce test, ils le font pas qu'une seule fois, mais ils le font autant de fois qu'il faut pour avoir assez de données à analyser. Ouais, niveau trauma, on est pas mal, et ça va d'ailleurs se voir plus tard. Mais évidemment, vous vous en doutez, ça s'arrête pas là. Test suivant, Winthrop voulait absolument mesurer la différence dans le développement osseux entre le crâne de son fils et celui de Gua. Et la méthode que ce génie a trouvée pour faire ça, accrochez-vous bien, c'est de leur taper sur la tête avec une grosse cuillère de cuisine pour écouter la différence de résonance du son. Et il faisait ça du coup sur un bébé humain de 11 mois et un bébé chimpanzé de 8 mois. Et si vous vous dites que ouais, ça va, c'est juste une cuillère, et allez-y, allez chercher une cuillère et tapez-vous la tête avec assez fort pour que ça résonne. Et ensuite, repensez que c'est des bébés. On verra si c'est ok. Et le détail qui rend ce truc complètement absurde, c'est qu'il avait déjà passé Gua au rayon X quelques semaines plus tôt. Donc, il connaissait très bien la densité osseuse du petit singe. Il avait absolument aucune raison scientifique de faire ce test. Il connaissait la réponse, mais il l'a fait quand même. Bon, là, il y a sûrement certains et certaines d'entre vous qui se disent qu'on a touché le fond, que ça peut pas être pire qu'un père qui tape son bébé sur le crâne avec une cuillère de cuisine pour écouter la résonance de l'os. Eh ben si, ça peut être pire, et même bien pire, et ça va être le dernier test que je vais vous décrire. Pour du coup tester le réflexe de sursaut des deux gosses, ce petit mouvement qu'on a tous quand on entend un bruit fort qui nous surprend, Winthrop avait besoin du coup d'un bruit. Et pas n'importe quel bruit, il avait besoin de quelque chose de fort, quelque chose qui claque bien quoi, qui fasse résonner et qui fasse peur. Alors du coup, selon vous, qu'est-ce qu'il a pu utiliser? Il a claqué dans ses mains, il a claqué une porte. C'est vrai qu'une porte, ça serait quand même vraiment pas sympa. Claquer une porte à côté de la tête d'un bébé pour lui faire peur, c'est vraiment pas fou. Mais non. Ça, selon Winthrop, c'est quand même pas du tout assez violent. Qu'est-ce que vous diriez plutôt d'un coup de feu? Ouais, pour ce test, Winthrop sort du coup un revolver, un vrai avec des balles, se met derrière les deux bébés, les distrait en leur mettant des jeux devant le nez, puis il tire. Juste derrière eux. Donald et Gua n'ont même pas 2 ans, ils sont dans une maison qu'ils considèrent comme la leur, avec leurs parents qu'ils aiment et qu'ils n'ont normalement aucune raison de craindre, et leur père sort une arme à feu et leur tire juste à côté de la tête pour observer comment ils sursautent, pour mesurer leur réaction. Et je pense que le pire, c'est que juste après, il va pas aller les consoler et leur faire un câlin parce qu'ils sont terrifiés, non, ça serait beaucoup trop mignon. Il va juste noter ce qui s'est passé dans son cahier, c'est tout. Et évidemment, vous commencez à le comprendre, pour les Winthrop, une seule fois, c'est pas assez, et ils vont effectuer ce fameux test de très nombreuses fois. Suite à ça, le rapport qui a ensuite été rendu public mentionne que ça met Gua en détresse. Étonnant. Et sur Donald, il dit pas grand chose. Mais à ce stade, est-ce qu'il y a vraiment besoin de dire quelque chose? Vous comme moi, on peut très facilement imaginer ce que fait un coup de feu à 50 cm de la tête de quelqu'un, et encore plus d'un bébé de 18 mois. Et on peut surtout se demander comment ce mec, cette femme, ce couple, ce psychologue, ce père de famille, ses parents, comment ils ont pu se convaincre à un seul moment que ça, c'était de la science. Voilà du coup l'environnement dans lequel Donald passe ses 9 mois aux côtés de celle qu'il considère comme une sœur. Une chaise qui tourne jusqu'à ce qu'il se mette à pleurer, une mère qui transforme les câlins en pièges, un père qui le tape sur la tête avec une cuillère, et des coups de feu à courte distance dans leur propre maison. Et ça, encore une fois, c'est qu'un échantillon, parce qu'il y a une vingtaine d'autres tests, tous plus ou moins cool, qui s'enchaînent tous les jours, 12 heures par jour, pendant 9 mois. Et c'est super important de garder en tête tout ce contexte, parce que c'est dans cette ambiance précise, un laboratoire familial qui n'arrête jamais, que Donald va commencer à perdre quelque chose de super important, et personne ne va le voir venir. Et au début, c'est presque rien du tout, c'est juste un grognement très court qu'il fait quand il voit Gua manger. Un truc qui ressemble à une sorte de ou rapide, et comme un chimpanzé, une fois, comme ça. Les Kellogg le notent dans leur cahier, mais pour eux, ça reste anecdotique, c'est juste un bébé qui imite un autre bébé. Normal. Sauf que ça va revenir. Une fois, puis 2, puis plus souvent, puis tout le temps. Puis ensuite, Donald va commencer à se déplacer différemment. Il va marcher moins debout, il va jouer plus à 4 pattes, il va se mettre à mordre les meubles, il va mordre les gens. Et finalement, c'est en mars 1932, pendant un repas familial banal, qu'une mère va regarder son fils de 19 mois et qu'elle va se rendre compte d'un coup qu'elle ne comprend plus du tout ce que son enfant essaie de lui dire. Donald jappe, et c'est pas une métaphore, c'est pas qu'il fait du bruit en mangeant ou qu'il imite mal, il se met à japper pour de vrai. Il fait précisément ce comportement qui, chez les chimpanzés, s'appelle le foot bark, une sorte de petit aboiement court qui leur sert à signaler qu'ils ont vu de la nourriture.
C'est un comportement de chimpanzé pur, et c'est son fils, Aluela, de presque 2 ans, qui le fait. Et il le fait d'ailleurs mieux que sa sœur chimpanzé en fait, parce que Gwa, elle le fait moins qu'avant. Pendant 9 mois, Gwa a appris à embrasser des humains, à leur dire bonjour, à comprendre 20 commandes humaines, et Donald, lui, il a appris à japper. À presque 2 ans, Donald sait dire 3 mots. Les autres enfants de son âge, pour vous dire, ils sont censés pouvoir en dire au moins une cinquantaine. Et c'est à ce moment-là, du coup, que les Kellogg comprennent. Ils ont passé 9 mois à essayer de transformer un chimpanzé en humain, et en soi, leur expérience, en un sens, elle fonctionne très bien, sauf qu'elle fonctionne complètement à l'envers de ce qu'ils avaient prévu. Ce qu'ils sont en train de prouver sans le vouloir, c'est qu'un chimpanzé ne peut pas devenir humain, principalement parce que sa biologie le retient, mais par contre, un humain, lui, il apprend très facilement à devenir un chimpanzé si vous le mettez dans le bon environnement. Et du coup, que la frontière qu'on dessine entre les deux espèces, celle qu'on imagine bien étanche, bien marquée, elle est asymétrique. Elle se traverse pas à la même vitesse dans les deux sens. Et elle se traverse beaucoup plus vite dans un sens, celui de la chute. Le 28 mars 1932, après pile 9 mois d'expérience, les Kellogg annulent tout en urgence. Ils étaient supposés continuer pendant encore 4 ans et 3 mois supplémentaires. Leur plan d'origine, c'était 5 ans intensifs complets, voire plus. Ils ont fait simplement 9 mois. Le rapport officiel qu'ils publieront 1 an plus tard dira qu'ils l'ont arrêté parce que Gwa n'apprenait pas le langage humain. La vraie raison, vous l'aurez compris, c'est leur fils qui était en train de devenir un chimpanzé. Et en même temps, j'avoue que je comprends pas très bien Winthrop Kellogg, parce que, pour rappel, à la base, il avait prévu de mettre son fils avec des orang-outans sauvages. Il pensait quoi? Que son fils allait convertir les orang-outans en humains et leur apprendre à parler? Il y a une sorte de décalage entre attente et réalité qui est plutôt spécial chez les Kellogg, mais bon, en même temps, c'est pas comme si c'était des personnes extrêmement saines d'esprit non plus. Et vous vous en doutez, évidemment, les conséquences de cette expérience sur Gwa ou Donald sont vraiment pas joyeuses, et des informations ultra récentes ont révélé des choses sacrément dérangeantes sur la suite de l'histoire dont on avait jusque-là pas connaissance. Du coup, l'expérience est arrêtée. Sauf qu'arrêter une expérience, sur le papier, c'est extrêmement facile. Mais c'est un peu plus compliqué dans la vraie vie quand cette expérience a impliqué pendant 9 mois 2 enfants. Du coup, le 28 mars 1932, on retire Gwa à la famille Kellogg. Elle a 16 mois et demi. Retirer, c'est pas une transition douce avec des au revoir, des câlins et des visites tous les week-ends. C'est un arrachement net, brutal, du jour au lendemain. Elle va être rendue du coup au centre de recherche de Yerkes, qui se trouve à 200 mètres de la maison où elle a passé sa vie, sauf qu'à 200 mètres de chez les Kellogg, c'est clairement une autre planète pour Gwa. Plus de berceau, plus de bisous avant de dormir, plus de chaises hautes, plus de cuillères, plus de couches, plus de Donald qu'elle a considéré comme son frère pendant 9 mois. À la place, elle obtient du coup des barreaux et d'autres chimpanzés qu'elle ne connaît absolument pas et qui ne la reconnaissent même pas comme une des leurs. Parce qu'évidemment, pendant ces 9 derniers mois, Gwa, elle a pas du tout appris à se comporter comme une chimpanzé, du coup, elle sait juste pas faire. Et là, il faut que je vous rappelle quelque chose de crucial, parce que c'est super facile de l'oublier dans toute cette histoire. Pour Gwa, c'est absolument pas le premier arrachement qu'elle vit, c'est le 3e. Si vous vous souvenez, elle a d'abord perdu son propriétaire et sa vie à Cuba, puis ensuite, on l'a placée dans le centre de recherche avec ses parents, avant de l'arracher à sa mère biologique pour la placer chez les Kellogg, et maintenant, on l'arrache à eux aussi, et surtout à Donald. 3 parents en moins de 3 ans, sachant qu'un chimpanzé dans la nature, il aurait jamais quitté sa mère biologique, pas même une seule nuit. Pour vous dire, le sevrage chez les chimpanzés sauvages, c'est entre 4 et 5 ans, pas 16 mois et pas dans 3 foyers. Un seul et longtemps. Du coup, ouais, sur le plan émotionnel, cette petite chimpanzé a traversé un enfer en moins de 3 ans. Suite à ça, Gwa va vivre 21 mois de plus dans cette cage, et c'est tout. Le 21 décembre 1933, elle vient d'avoir 3 ans, et elle meurt officiellement d'une pneumonie. Bon, une pneumonie chez une jeune chimpanzé en captivité dans les années 30, sur le papier, c'est une cause de mortalité tout à fait normale. C'était presque commun à l'époque. Donc la cause de décès sur le rapport officiel de Yerkes, c'est ça. Mais en 2022, donc tout récemment, une publication scientifique sortie dans FBN, donc c'est pas un blog ou un article de presse, c'est une vraie publication analysée en profondeur par plusieurs experts du domaine, lue et validée par d'autres chercheurs avant de sortir, revient sur le destin de Gwa. Et dans cette étude, les chercheurs y écrivent une phrase que vous lirez très rarement dans un papier scientifique. Ils écrivent que Gwa est morte d'un cœur brisé, sans aucun guillemet. Le raisonnement des chercheurs, ça va du coup être le suivant. Quand vous cassez brutalement un attachement
attachement maternel intense chez un jeune primate, surtout après une période d'attachement comme celui que Gua avait avec les Kellogg et principalement Donald, ça a créé chez l'animal une réponse de stress chronique qui affaiblit massivement le système immunitaire. Et ça, c'est pas une hypothèse en l'air, c'est un truc qui a été étudié sur des dizaines d'espèces de mammifères depuis les années 60. Tu casses l'attachement, le système immunitaire s'effondre et le premier virus qui passe te tue. Donc Gua, en vrai, elle est pas vraiment morte d'une pneumonie, elle est morte de tous ces chocs émotionnels, de la perte à plusieurs reprises de ceux qu'elle considérait comme sa famille et d'un stress accumulé. La pneumonie, c'est juste ce qui est venu finir le travail. Et personnellement, ça me rend fou parce que cette petite chimpanzé, pendant 9 mois, elle a fait quelque chose qu'aucun chimpanzé avait fait avant elle. Elle a appris à embrasser des humains, à les saluer, à les considérer comme sa famille. Elle est devenue autant qu'un chimpanzé peut le devenir humaine. Et sa récompense pour tout ça, ça a été qu'on l'enferme dans une cage avec d'autres chimpanzés qu'elle ne connaissait pas et qu'on la regarde s'éteindre à seulement 3 ans. Et l'histoire pourrait s'arrêter là, sauf qu'elle s'arrête pas, parce que, pour rappel, Gua, elle était pas le seul sujet de test, et pour Donald, ça c'est clairement pas mieux fini. Suite à tout ça, Donald Kellogg, le bébé qui jappait pour réclamer à manger, y grandit. La famille a été plutôt discrète sur sa vie d'adulte, et c'est plutôt compréhensible. Ce qu'on en sait, c'est que malgré ses débuts compliqués dans sa vie d'humain, il a fini par faire des études brillantes. Il aura évidemment pas mal de problèmes socialement, mais il finira par réussir à rentrer à l'université d'Indiana pour ensuite aller à Harvard. Et il va devenir, accrochez-vous bien, psychiatre. Le bébé que ses parents avaient transformé en sujet d'étude pour comprendre l'esprit humain et l'esprit chimpanzé, il a passé sa vie d'adulte à essayer de soigner l'esprit des autres. Il exercera à Bethesda dans le Maryland, il va se marier, aura 3 enfants et vu de l'extérieur, c'est une vie qui marche, une carrière qui marche, une famille qui marche. Et puis en 72, ses 2 parents vont mourir la même année, Winthrop le père à 74 ans et Luella la mère à 72 ans. Puis 1 an plus tard, en 73, Donald finit par se suicider. Il a seulement 43 ans. Donc évidemment, la question, elle est là. Et personnellement, je peux pas faire semblant qu'elle se pose pas. Est-ce que c'est les conséquences psychologiques de l'expérience qui ont fini par le tuer 41 ans après? Est-ce que ça fait des dégâts qu'on traîne toute sa vie d'avoir été un bébé cobaye, d'avoir grandi en sachant qu'on était à la fois un fils et une donnée scientifique pour ses propres parents? Et évidemment, ces questions, personne peut y répondre. On peut émettre des hypothèses, se dire que logiquement oui, mais il y a que Donald qui aurait pu y répondre. Il n'y a pas d'études cliniques sur les impacts à long terme de l'expérience Kellogg sur Donald Kellogg. Il y a un seul Donald Kellogg, on peut pas faire de stats là-dessus et on n'a pas la réponse. Mais le fait que ça arrive à 43 ans, à un psychiatre, donc à un homme qui a passé sa carrière à essayer de comprendre la souffrance mentale des autres, l'année qui suit la mort de ses parents dans une famille où l'expérience a été la chose la plus connue qui leur soit arrivée, dans une famille où le couple, selon plusieurs sources, a amèrement regretté ce qu'ils avaient fait sans jamais le dire publiquement, perso, je trouverais logique qu'une grande partie de son mal-être soit venue de là. En tout cas, pour pas faire de la psychologie de comptoir, ce qui est sûr c'est ça. Winthrop et Luella Kellogg ont passé le reste de leur vie à éviter le sujet de cette expérience. Ils l'ont jamais publiquement remise en question, ils ont jamais écrit de mea culpa, ils l'ont juste enterré comme on enterre quelque chose qu'on aurait préféré ne jamais avoir fait, puis ils sont décédés et leur fils a préféré se suicider l'année qui a suivi, marquant la fin de l'expérience du singe et de l'enfant.